Bien, après avoir vu comment la mitose pouvait conserver l'information, à l'exception de l'apparition de mutations, on va dans un second temps s'intéresser à ce qui se passe non plus lors de la mitose, mais lors de la reproduction sexuée. L'idée, dans cette deuxième partie qu'on va maintenant aborder, c'est comment expliquer que les enfants d'un même couple soient différents. Pourquoi est-ce que je suis différent de mon frère ou de ma sœur, alors que je suis le fils de même parent? Comment, à travers la reproduction sexuée, y a-t-il un brassage de l'information génétique? D'accord? C'est ce qu'on va voir donc dans ce deuxième chapitre. Et on va s'intéresser à des choses que vous avez vues aussi en première, qu'on appelle la méiose. Rappel de ce qu'on a vu précédemment. Lors de la fécondation, deux gamètes fusionnent à N chromosomes, donnant une cellule œuf à 2 N chromosomes. Cette cellule œuf à mitose se divise, donnant un individu adulte, qui a aussi 2 N chromosomes. Dans cet individu adulte, j'ai des cellules somatiques, des cellules germinales. Ça va vite, mais on le sait déjà. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces cellules germinales dans les organes reproducteurs possèdent 2 N chromosomes. Les cellules sexuelles, elles, ne possèdent que N chromosomes. Ça veut dire que dans les organes reproducteurs, testicules ou ovaires, si on prend l'homme, j'ai forcément une étape de réduction chromosomique qui va faire passer les cellules germinales, les cellules souches, de 2 N chromosomes à N chromosomes. Cette étape de réduction chromosomique, vous la connaissez, c'est la méiose. Qu'est-ce que c'est que la méiose? Attention. Quand on demande ce que c'est que la méiose, on ne répond pas en décrivant la méiose. La méiose, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de 2 divisions qui vont permettre de faire passer la cellule de l'état diploïde à l'état haploïde. Ensemble de 2 divisions sans réplication entre les 2 divisions. La première division est une division réductionnelle, elle sépare les chromosomes. La deuxième division est une division équationnelle, elle sépare les chromatides. Si vous ne vous souvenez plus du déroulement de la méiose, reprenez vos cours de première. Je vous remets ici un document avec l'ensemble du descriptif, vous devez le connaître. Bien. Moi, ce qui m'intéresse dans ce chapitre, c'est pas tellement le comportement des chromosomes, même s'il faut l'avoir en tête, c'est surtout le comportement des gènes et des allèles portés par ces chromosomes. Vous savez que quand j'ai une paire de chromosomes, les deux chromosomes d'une même paire portent les mêmes gènes, mais pas forcément les mêmes allèles. Donc, quand, en première division de méiose, les chromosomes homologues se séparent, alors les allèles portés par les chromosomes homologues vont aussi être séparés. Ce qui veut dire que les gamètes fabriquées, les cellules sexuelles fabriquées par méiose, si elles portent les mêmes gènes, ne porteront pas forcément les mêmes allèles. C'est ce qu'on va démontrer. C'est ce qu'a démontré ce monsieur qui est là, sans rien connaître des cellules, sans rien connaître des chromosomes, sans rien connaître des gènes et des allèles. Gregor Mendel, moine dans un monastère en Moravie, c'est en Europe centrale, au XIXe siècle, va mettre en place toute la génétique que l'on connaît aujourd'hui. C'est un type fondamental, un type essentiel, c'est le père de la génétique. Il a fait énormément de travaux, de découvertes, des découvertes qui n'ont pas eu de grandes répercussions à son époque parce qu'on ne les comprenait pas. C'est uniquement 100 ans plus tard, quand on a découvert les chromosomes, les gènes, les allèles, qu'on a dit, tiens, mais il y a un type qui, à 100 ans, a déjà découvert ça. Et c'était Gregor Mendel. Et alors, on a redécouvert ces travaux absolument fondamentaux. Gregor Mendel a mis en place toute la génétique sans absolument connaître ce que c'était qu'un gène et qu'un allèle. Il travaillait donc dans son monastère. Son objectif à lui, c'était d'améliorer la production du monastère. Il voulait arriver à rentabiliser les cultures. Pour ça, il a travaillé sur plein de graines. Il a travaillé sur la transmission de beaucoup de caractères, notamment les petits pois. Mendel et ses petits pois sont célèbres. Il prend des petits pois lisses, avec des graines lisses, et il va croiser ces petits pois à graines lisses avec des petits pois à graines ridées. En première génération, il n'obtient que des pois à graines lisses. Quand il va auto-féconder ces pois qui sont là, il va faire se croiser entre eux ces différentes plantes. Donc auto-fécondation de la première génération. En deuxième génération, il voit réapparaître le caractère graines ridées. Il a toujours les proportions 3/4, 1/4. 3/4 de graines lisses, 1/4 de graines ridées. Gregor Mendel va déduire de ceci ce qu'on appelle les lois de Mendel. Les lois de Mendel, on les reverra un peu plus tard, mais ces lois de Mendel, à l'époque, ont absolument pas été comprises. Il a fallu attendre les progrès de la recherche pour les comprendre. Nous, aujourd'hui, on va pouvoir interpréter ces travaux de Mendel. Mendel, déjà, chose fondamentale,
travaille toujours sur des individus variétés pures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces individus sont homozygotes. Ici, on travaille sur les graines lisses des graines ridées. On travaille sur le caractère aspect de la graine. Ce caractère aspect de la graine est codé par un gène. Ce gène existe sous deux formes différentes, qu'on va appeler des allèles. L'allèle graine lisse, l'allèle graine ridée. Cette graine qui est là, au départ, je prends la précaution de prendre une graine variété pure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est homozygote pour l'allèle responsable du caractère lisse. Si j'écris son génotype, elle sera lisse, lisse. Voilà l'écriture d'un génotype. Une paire de chromosomes, une paire de chromosomes. Chaque chromosome porte les mêmes gènes. Et ici, les deux allèles sont identiques. Allèle lisse, allèle lisse. L'individu est homozygote, lisse, lisse. C'est le parent P1. Ici, la graine ridée, variété pure. L'individu est homozygote, ridé, ridé. Les deux allèles portés par chacun des chromosomes sont les mêmes. D'accord? La méiose sépare les chromosomes homologues. Là, j'ai représenté les chromosomes à une chromatide. En début de méiose, les chromosomes sont à deux chromatides. Peu importe. La méiose sépare les chromosomes homologues. Dans chacun des gamètes, je n'aurai pas des cellules diploïdes, mais des cellules haploïdes. J'ai donc un seul exemplaire des deux présents ici au départ. Et cet exemplaire du chromosome dans le gamète porte l'allèle graine lisse. Dans ce gamète qui est là, j'aurai l'allèle graine ridée. Fécondation. Fusion des deux cellules sexuelles. Je rétablis la diploïdie. J'obtiens l'individu ici F1, première génération, qui aura comme génotype l'allèle L lisse, l'allèle graine lisse, l'allèle graine ridée. L'individu en F1, F pour fils, sera hétérozygote, lisse, ridé, avec toujours ma double barre qui symbolise la paire de chromosomes. Ce chromosome qui est là porte l'allèle graine lisse, ce chromosome qui est là porte l'allèle graine ridée. Cet individu a pour génotype lisse ridée, a pour phénotype, entre crochets, graine lisse. Je ne vois pas dans le phénotype le caractère ridé. On dit que l'allèle graine lisse est dominant, l'allèle graine ridée est récessif. D'accord? Voilà déjà un certain nombre de choses importantes à bien comprendre. À bien comprendre pour pouvoir savoir de quoi on parle. Là, je vous ai remis un certain nombre de choses à bien comprendre. L'allèle L lisse, l'allèle graine lisse est dominant devant l'allèle graine ridée. Je l'écris en majuscule. C'est une convention d'écriture. Il arrive aussi qu'on écrive, non pas, ça on le reverra plus tard, en majuscule, mais en mettant un petit plus. Là, je pourrais mettre l'allèle ridé R, et puis l'allèle lisse R+, pour montrer qu'il est dominant. Bien. Mendel va ensuite faire un deuxième croisement. Il va faire une autofécondation des F1 entre elles. Il va croiser les F1 entre elles. Et quand il croise les F1 entre elles, il obtient toujours 3 graines lisses pour une graine ridée. Les deux F1 ont ce génotype-là. D'accord? Elles sont hétérozygotes, lisses, ridées. Quels sont les gamètes fabriqués par cette F1? La méiose sépare les chromosomes homologues. Donc la méiose va séparer ce chromosome qui porte l'allèle graine lisse et ce chromosome qui porte l'allèle graine ridée. Donc ça veut dire qu'en fin de méiose, j'aurai 4 cellules sexuelles. 50% des cellules sexuelles posséderont l'allèle graine lisse. 50% des cellules sexuelles posséderont l'allèle graine ridée. Bien sûr, c'est pareil pour toutes les F1. Ce qui fait donc, lorsque je vais faire mon croisement, mâle, femelle, d'accord? Le mâle va apporter 50% de gamètes ayant le génotype graine lisse, 50% de gamètes ayant le génotype graine ridée, allèle graine lisse, allèle graine ridée. Pareil pour l'autre. Je fais mon croisement, je rétablis la diploïdie. Le génotype des individus sera ici lisse, 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 ridée, ridée, ridée. L'allèle L lisse étant dominant devant l'allèle L ridée, cet individu sera de phénotype graine lisse, celui-ci aussi graine lisse, celui-ci aussi graine lisse, celui-ci sera graine ridée. J'ai 3/4 de graines qui sont des graines lisses, 1/4 des graines qui sont des graines ridées. Le résultat que Mendel avait obtenu s'explique par les connaissances que j'ai aujourd'hui de la génétique. Ce résultat s'explique parce que la méiose a séparé les chromosomes homologues. La méiose séparant les chromosomes homologues, la méiose sépare les allèles portés par chacun des chromosomes homologues. Voilà. Donc ça, c'est le premier point bien important, bien fondamental à comprendre. En première, vous avez étudié le comportement des chromosomes. En terminale, on va s'intéresser au comportement des gènes et des allèles portés par ces chromosomes.
Pour l'instant, on a travaillé sur un seul gène, qu'on appelle le monohybridisme. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe quand deux gènes sont concernés, comment l'information génétique peut être brassée au cours de la méiose. Ça sera l'objet de la deuxième vidéo.